partis du Sud sommes souvent nous brillons par une certaine légèreté lorsqu'il faut parler des problèmes des populations du Grand Nord et de l'extrême Nord en particulier. Beaucoup n'ont même pas encore mis pied à Bertoua ou à Ngaoundéré, mais ils construisent des discours totalement apolitiques ou des discours totalement définitifs sur cette région. Ce que nous on observe, ce que nous on observe depuis qu'on fréquente cette région depuis 2018 de manière assidue dans le cadre de la recherche ou dans le cadre des missions citoyennes, il faut dire qu'il y a une adversité qui se lie dans les regards, il y a une certaine hostilité. Si on revient aux derniers événements, on a d'abord eu la question des éléphants de Kalfou. Les éléphants, qu'est-ce que ça pose comme problème? Parce qu'il faut que nous du Sud le sachions. Les éléphants bloquent la route. Ça veut dire des colonies d'éléphants, 100, 200 éléphants bloquent la route. Vous ne pouvez pas attaquer les éléphants. Forcément, c'est terminé. Vous attendez que ces éléphants se lèvent le moment venu. Et pas entre-temps, l'axe est bloqué. Et à Yaoundé, on dort tranquillement. Les éléphants viennent détruire les maisons, les cases, avec des pailles, avec leurs longues tuyaux. Ils enlèvent les toitures et détruisent des habitats. Dieu seul sait ce que ça coûte pour refaire ces habitats, pour ces populations qui sont dans la misère. Troisième gaffe causée par des éléphants. Les éléphants viennent consommer toutes vos réserves. Ça veut dire que ce soit l'eau, que ce soit. Les éléphants finissent de tout saccager. Or, on sait que de ce côté-là, on stocke pour toute une année en attendant la prochaine saison. Ce que ça peut causer. Ce problème n'est pas résolu. Comme le notait Edmond Kamgia, on préfère préserver les éléphants, les animaux, en lieu et place des humains. Ça signifie qu'on n'arrive pas à comprendre ces humains. Maintenant, le problème des Yaguas. Parce qu'il y a eu le problème de Kalfou. Le problème de Kalfou, on peut l'associer alors le problème de Guidigis, qui est donc lié à cette canalisation des déplacements des éléphants. Allons à Yagua. À Yagua, vous avez une partie de la localité qui vit sous le poids de la non-matérialisation de la digue, la non-construction de la digue. Ça veut dire que des populations de plusieurs quartiers qui se lèvent un matin comme ça, ils sont obligés de commander les pirogues pour pouvoir se déplacer. On part pour arranger le pont, on fait quelque chose avec les planches et on présente ça à la télévision, on dit qu'on a résolu le problème. Au lieu de résoudre le problème de la digue, on préfère porter l'argent liquide pour aller donner 120 000 francs et après négociation, on monte à 200 000 francs. Et lorsqu'on part même pour aller négocier avec les employés de la CEMRI, le directeur de la CEMRI, qui est par ailleurs président d'une section du RDPC, fait venir plutôt les militants en lieu et place des employés et montre en Gongo, il dit en Gongo que voilà des employés qui vous ont accueilli en applaudissant. Pourtant, ce sont plutôt les militants du RDPC qu'on a mobilisés sur place. Maintenant, pour aller à Kousseri. À Kousseri, nous, on est passé par Bongo, donc au Tchad, pour venir prendre l'embrassement du pont Guili et arriver à Kousseri. Ça veut dire pour circuler dans notre pays, entre deux points d'une même région, on sort d'abord de notre pays pour aller dans un autre et revenir dans notre pays. Pourquoi? Parce qu'on fuit les plus de 6 heures de route Yagua-Marwa et les plus de 12 heures de route Marwa-Kousseri. Et maintenant, quand le ministre Ngongo arrive, il ne prévoit pas une discussion avec des forces vives qui étaient là depuis 8 heures du matin en train de l'attendre, comme on nous faisait souvent à l'école primaire. Au défilé, on attendait le sous-préfet plus de 4 heures. Ça veut dire que vous faites attendre des élus, des élites, des gens qui représentent leur communauté. Vous leur faites cela pendant plusieurs heures et vous espérez quoi à la fin? Et à la fin, le ministre Ngongo arrive, il part visiter le pont Guili. Je ne sais pas quel était l'enjeu en fait de cette visite. Parce que moi nous sommes passés à plusieurs reprises. On a été invités par la communauté camerounaise du Cap. Donc ça veut dire que nous sommes d'abord ancrés à Kousseri, nous sommes ressortis, nous sommes encore ancrés. Nous n'avons pas vu vraiment un problème. On ne comprend pas en fait l'enjeu de la visite de ce pont.
Mais le ministre Ngongo compte requitter la ville de Kousséri sans rencontrer les populations. Et les populations du Logon et Chari, donc le chef-lieu est Kousséri, vivent la misère également. Il y a des inondations dans des quartiers comme Madagascar. Il y a le terrorisme qui sévit toujours dans cette partie du Cameroun, contrairement à ce que certains peuvent dire sur les plateaux. On a prévu aller à Ila Alifa. Les autorités sécuritaires locales nous ont dit ce n'est pas notre affaire. Si vous partez là-bas, vous risquez péril. Nous allons partir à Fotokol. Fotokol, pour arriver à Fotokol, quittant Kousséri, à un moment, il faut prendre la pirogue pour arriver à Fotokol. Et à Fotokol, on vous dit avant 16 h retournez. Et si à Fotokol, il y a déjà ce problème, imaginez les ocres qui sont au-dessus, ça veut dire Darak, Langwa et le lac. Imaginez ce qui se passe là-bas, ça veut dire c'est l'insécurité. Alors, un LGPR qui est représentant du chef de l'État estime qu'il peut arriver dans un département comme celui-là et repartir sans avoir eu une discussion avec des élites. C'était quand même mal pensé de la part du protocole. Aristide, est-ce que c'était dans son programme la question? Je ne sais pas si ça doit être dans son programme, mais je crois que c'est une urgence, c'est une obligation. Ça veut dire que vous ne pouvez pas arriver, par exemple, chez une de vos tantes qui vit le malheur, qui vit la misère, et vous arrivez chez elle dans son village où elle est partie en mariage et vous estimez que vous voulez juste voir comment sa maison a été réhabilitée ou alors comment sa maison s'est cassée et vous n'avez aucune discussion avec elle. Mais c'est quand même insensé. C'est quand même insensé. Et si cela a été fait, c'est parce qu'on était beaucoup plus dans le proving. On était beaucoup plus dans le proving. Ça veut dire que le LGPR voulait démontrer sa capacité à pouvoir fréquenter toutes les régions du Cameroun avec tous les youyous qui vont avec ou avec tous les applaudissements qui vont avec. C'est une pré-campagne électorale. On a envoyé le MINAT en mission avancée, aller d'abord calmer la situation. Malheureusement, je ne sais pas si le MINAT a fait le bon rapport au LGPR pour lui dire que ce n'est pas le bon moment d'arriver. Et il est donc venu, il voulait jouer, je ne sais pas quelle expression il faut utiliser, il voulait bifurquer. Jouer seulement sur les images qu'on allait tambouriner au niveau des chaînes nationales, des médias gouvernementaux pour dire non, le LGPR c'est un homme relax, vous l'avez vu à Yagua, vous l'avez vu à Kalfou, vous l'avez vu à Kailé, vous l'avez vu à Gitigis, vous l'avez vu à Kousséri. Donc on était dans un proving pur et simple. La preuve en est que lorsque le ministre arrive à Marwa Salak, qu'est-ce qu'il fait à Marwa Salak? Il fait d'abord une sorte de revue des groupes. Il n'est pas président de la République. Je ne sais pas si on fait cela aussi au Premier ministre. Ça veut dire qu'il arrive à Marwa Salak, on bloque d'abord tout et puis on fait une revue. Non. Donc je crois que les élites de l'extrême nord ont compris l'enjeu. Ils ont compris d'abord le jeu et ils ont compris l'enjeu et ils se sont dit, si c'est pour cet enjeu qui rentre dans le cadre de la conservation du pouvoir en 2025 par les héritiers, parce que Paul Biya ne veut plus le pouvoir. Là, il faut... Donc, je ne sais même pas s'il pense encore au pouvoir. Ce sont les héritiers qui disent, prends, et puis on va encore utiliser ce pouvoir pendant 7 ans, comme cela a été fait, pendant ces 7 ans qui sont en train de s'achever. Donc, j'aimerais vous faire savoir que l'extrême nord, qui était utilisé comme bastion ou réserve électorale pour le RDPC, cet extrême nord-là a une nouvelle élite, une élite jeune qui est en train de se renouveler, qui se sert des réseaux sociaux ou des faveurs des réseaux sociaux et qui est désormais prête, cette élite-là, à renverser les classiques, ça veut dire leurs pères, qui sont obligés de produire le résultat. Ce que ces maires RDPC ont fait hier, c'est sous la pression de ces jeunes élites, de cette jeunesse extrême nordiste qui est en train de se lever. Et ne soyez pas surpris qu'un jour que vous entendiez par exemple que monsieur, c'est lui qui a l'UNDP là, il s'appelle qui Bello Bouba. Que Bello Bouba. Oui, que Bello Bouba a été renversé de la tête de l'UNDP. Il aura la pression. En 2025, Bello Bouba va expliquer
à ces jeunes qui croient en l'UNDP, qui sont à l'UNDP, militants fervents, croyants en l'UNDP, il va falloir que M. Bello Bouba leur dise pourquoi l'UNDP n'a pas le droit d'avoir un candidat à la présidentielle. Donc il y a trop de pression. Mais il y a une plateforme RDPC-UNDP. Non, cette plateforme-là, il faut soutenir le président. non, cette plateforme-là, je vous le dis, cette plateforme aujourd'hui, en l'état, cette plateforme-là sera en tout cas, on poussera M. Bello Bouba à déconstruire cette plateforme parce qu'il va falloir qu'il présente le bilan ou le résultat en dehors de son seul positionnement à la tête au gouvernement. Alors, André Tiameka, finalement, tout ce qu'on dit ici conforte ce que vous avez indiqué au départ. Hein.